pour cette journée. Nous pouvons faire rentrer le témoin 411. Je vais demander donc à Madame l'huissière de faire rentrer le témoin dans le prétoire. Thank you. This is the expertise, right? Le président, c'est votre rapport d'expert, n'est-ce pas? Le témoin, oui. Bonjour, monsieur le témoin, dit le président. Donc, avant de commencer les interrogatoires, tout d'abord celui de l'accusation et ensuite celui des deux équipes de défense, il nous faut vous donner quelques consignes préliminaires. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous donner votre nom complet avec votre lieu et date de naissance et votre nationalité? Réponse oui. Liam Charles Fitzgerald Finch, 14 janvier 75 à Glasgow et je suis britannique. Question, et votre occupation? Réponse. Je suis consultant en ingénierie et j'ai travaillé pour une entreprise militaire. Question, donc vous n'êtes pas militaire vous-même? Vous n'êtes pas dans l'armée? Réponse, je ne suis plus dans l'armée, j'y étais. Question, merci. Maintenant, il faut que je vous explique une chose. Nous travaillons en plusieurs langues. Nous parlons anglais tous les deux. Vous, c'est votre langue maternelle. Moi, j'essaye, en tout cas. Cela dit, tout doit être traduit en français. Il nous faut donc parler lentement afin que les interprètes qui sont là puissent faire leur travail. Pour traduire correctement nos propos et pour que ceci soit compréhensible en français. Et puis, la transcription est aussi en français et en anglais. Mais il faut aussi penser aux sténotypistes. To make the best work possible, especially. Et c'est très important lorsqu'on parle la même langue. Si on vous pose des questions en anglais et que vous répondez en anglais, on a tendance à se couper la parole. Que si on vous posait des questions en français, parce que vous auriez à attendre l'interprétation. Donc si je vous demande de ralentir, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc vous savez bien sûr que cette chambre a été saisie de l'affaire le procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Et vous êtes ici pour nous aider à la manifestation de la vérité, sachant que vous êtes expert. Vous êtes donc un témoin expert et vous allez nous faire bénéficier de votre expertise. Les représentants du bureau du procureur vont vous poser des questions en premier et ensuite ce sera le tour de la défense de M. Gbagbo puis celle de M. Blé Goudé. Et ils vous poseront des questions bien sûr sur votre rapport d'expert. Vous êtes ici pour dire la vérité et rien d'autre. Et je vais donc vous demander maintenant de lire ce qui est écrit devant vous afin de vous engager solennellement à dire la vérité.
suite à la règle 66.6. 66.1. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, merci. Vous savez bien sûr que le fait de ne pas dire la vérité est un délit devant cette cour, je dois vous dire. Et ensuite, dernière consigne, si vous avez des problèmes, si vous êtes fatigué, si vous ne vous sentez pas bien, faites-le moi savoir. Et les juges de cette chambre trouveront une solution. Je pense que nous pouvons donner la parole à M. Garcia du bureau du procureur, mais je vois que Maître Altit est déjà debout. Il a la parole. Pardon, confrère. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, avant de commencer, nous aimerions soulever un point de procédure. Et pour ce faire, le professeur Jacobs va développer nos raisons. Yes, please. Vas-y. Nous voulons effectivement soulever une question d'ordre juridique. La défense n'accepte pas le fait que ce témoin soit reconnu comme expert pour les sujets sur lesquels porte son rapport et conteste donc qu'il vienne déposer en tant qu'expert. En effet, rien dans son CV ne permet d'établir qu'il est bien un expert dans le domaine de la détermination de l'utilisation ou non de mortiers de 120 mm en zone urbaine. Nous demandons donc à la Chambre d'ordonner que soit conduite une procédure de voir-dire, au cours de laquelle serait spécifiquement abordée l'expertise et la compétence de ce témoin, d'abord par le bureau du procureur et ensuite par la défense. Il conviendrait qu'à l'issue de ces questions, le procureur fasse des soumissions complémentaires présentant un véritable argumentaire pour expliquer à la Chambre en quoi ce témoin serait bien un expert dans le domaine particulier sur lequel porte son rapport. Rappelons que c'est sur l'accusation que repose la charge de démontrer qu'une personne qu'elle appelle comme expert est bien un expert. Je vous remercie. Mr. Knoop. Président Maître Knops. Maître Knops, nous soutenons cette demande. Nous avons aussi des questions à poser à propos du CV de ce témoin. Et il serait bon, en effet, sans doute, de procéder au voir-dire pour répondre à ces questions. Le président, merci. Le bureau du procureur, eh bien, ayant pris en compte ce qui vient d'être dit et de l'objection de la défense à l'expertise du témoin, je considère que nous devrions faire la même chose que pour le témoin 606, avoir en effet une procédure de voir-dire. À mon avis, ce sera très court parce que quand vous regarderez son CV, vous verrez bien qu'il s'agit d'un expert. Et l'accusation va poser des questions, donc dans le cadre de ce voir-dire, et la défense pourra aussi poser ces questions qu'il considère comme étant utiles pour prouver l'expertise, affirmer ou confirmer l'expertise de ce témoin. Le président, oui, enfin, on me rappelle que dans la décriture de la défense de décembre 2015, les deux équipes de la défense avaient dit qu'ils ne contesteraient pas l'expertise de ce témoin. Pour rappel, je le dis pour rappel, écriture 353 et 356 avec leurs annexes. Donc c'est un peu surprenant tout d'un coup que, au dernier moment, la défense décide de contester l'expertise de ce témoin. Je vais consulter sur le siège. 5 minutes. 5 minutes. Let's go. All rise, veuillez vous lever. Levez. Please be seated. Veuillez vous asseoir.
Président. La Chambre, après avoir entendu les arguments des parties, a tranché quant à la demande de la défense de M. Gbagbo. Celle-ci est rejetée. Et la Chambre demande donc aux parties de commencer tout de suite l'interrogatoire. Et bien sûr, dans le cadre de ces questions, des questions portant sur l'expertise du témoin seront posées et seront autorisées. Donc, le bureau du procureur posera des questions dans ce sens, le cas échéant, à la fois sur l'expertise du témoin et sur le fond de son rapport, et la défense aura le droit de faire la même chose. Mais donc, nous n'aurons pas d'audience devoir dire, nous resterons dans le cadre de cette audience. Vous avez la parole, Monsieur Garcia. Monsieur Garcia. First of all, Your Honors, thank you, Your Honors. I'd like. Merci. Donc, tout d'abord, Madame l'huissier pourrait-elle amener un dossier au témoin? C'est un classeur qui comporte tous les documents qui pourraient être utilisés. Ce sont des documents qui viennent du témoin, des rapports qu'il a faits. Le président, il a son rapport sous la main. Monsieur Garcia, je ne sais pas s'il a tous ses rapports avec lui. Il y a aussi un grand nombre de photographies papier. C'est juste pour que nous allions plus vite. S'il souhaite consulter des éléments et des pièces, elles sont dans ce classeur et à certains onglets. Le président... Oui, ça suffira, mais il ne va pas l'ouvrir pour l'instant. Monsieur Garcia, oui, en effet. Bon, bonjour, Monsieur Fitzgerald Finch. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Nous allons parler anglais tous les deux. Notre problème, donc, va être de ménager une pause entre les réponses et les questions pour que la transcription puisse se faire correctement ainsi que l'interprétation. Donc, lorsque je vous pose une question, ne répondez pas tout de suite. Ménagez une petite pause. Ainsi, nous ne parlerons pas en même temps et le travail des sténotypistes et des interprètes sera possible. Réponse, merci. Question. Veuillez, s'il vous plaît, regarder l'onglet 134. Les interprètes, il faut remarquer qu'ils n'ont pas le classeur. ERN, CIV, OTP 0098 1529. Je dis cela pour la transcription en français, entre autres. Président Monsieur Garcia, ce sont les documents que l'on trouve dans votre liste de pièces, n'est-ce pas? Liste de l'accusation. Réponse oui, tout à fait. Il y a aussi des photos. Il y a un grand nombre de photos. Le président, bien. Monsieur Garcia, c'est au cas où si le témoin voudrait voir les photos. Donc, à cet onglet 134, vous verrez votre nom en haut à gauche. C'est un CV technique. C'est bien cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous avez envoyé à l'accusation? Réponse oui, tout à fait. Question. Donc, avant de rentrer dans le vif du détail du rapport que vous avez écrit pour l'accusation suite à la demande du bureau du procureur, passons un petit quart d'heure pour parler de votre carrière, de votre expérience professionnelle, de ce que vous savez en matière d'engins explosifs. Donc, tout ce que vous avez appris de façon universitaire ou dans votre carrière. Réponse oui. Question. Donc, alors, CV technique. On voit tout d'abord que vous êtes un officier de l'armée britannique. En tout cas, vous l'étiez de 1999 à 2011. Et d'après ce que j'ai compris lorsque vous répondiez au juge, vous n'êtes plus militaire maintenant. Quel était votre grade lorsque vous avez quitté l'armée? Réponse, j'étais capitaine. Question. Très bien. Alors, ici, il est aussi écrit que vous avez été formé à des tactiques d'infanterie, tactiques et procédures. Et on voit ici
Académie royale militaire de Sandhurst, cours d'officier 992 de mai 1999 à avril 2000. Et donc, on vous a formé à savoir utiliser les armes d'infanterie. C'est bien cela? Réponse oui, tout à fait. Question. Puis-je dire que dans ce cours, on parlait aussi de systèmes d'armes indirectes, y compris des mortiers? Réponse oui, dans l'armée britannique, les mortiers font partie de l'infanterie. Question. Donc, si j'ai bien compris, c'est un cours qui est donné de façon régulière aux officiers britanniques dans l'armée britannique, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Au paragraphe suivant, il est écrit que lorsque j'étais officier de l'armée, j'ai été instruit. Le président, écoutez, nous n'avons qu'à demander à ce témoin, est-ce que vous l'avez bien écrit, Monsieur Garcia? Oui, j'ai certaines questions. Le président, oui, mais posez des questions. Mais enfin, on n'a pas besoin de lire un document qu'on sait lire. On n'a pas besoin de donner lecture du document, on sait lire. Monsieur Garcia, j'en ai pour 10 à 15 minutes, pas plus. Je vous le garantis. Donc, en ce qui concerne donc les systèmes d'armes indirectes, les mortiers, qu'avez-vous appris? Qu'est-ce que vous avez appris dans ce cours? Réponse. Eh bien, comment planifier l'utilisation de ces mortiers et l'utilisation en conjonction avec d'autres armes. Donc, on utilisait des outils de planification pour savoir quand il était approprié d'utiliser des mortiers ou non. Et ensuite, comment employer correctement les mortiers en tant que système de tir indirect. On nous a aussi appris à utiliser le mortier, un cours pratique, comment faire marcher ce mortier, comment traiter les munitions, comment manipuler les munitions, le système, et savoir comment faire marcher cette machine. Question. Bien. Quels calibres de mortiers sont utilisés dans l'armée britannique et sur lesquels avez-vous été instruit? Réponse. Tout d'abord, nous avons deux types de calibres, les 51 mm et les mortiers de 81 mm. C'est principalement nos deux mortiers dans l'armée britannique. Maintenant, pour qu'on comprenne bien, demande M. Garcia. Donc, vous avez été formé à ces deux mortiers, le 51 et le 81. Mais est-ce que votre instruction pourrait s'appliquer et servir à des mortiers de plus fort calibre? Réponse oui, tout à fait. Le calibre, après tout, n'a pas grand-chose à voir avec l'utilisation physique du mortier. Le calibre, ça a plutôt à voir avec l'emploi même de ce système d'armes sur le champ de bataille et en conjonction avec l'opération militaire. Or, l'armée britannique n'utilise pas de mortier de 120. Mais l'utilisation d'un mortier de 120, c'est absolument la même chose que l'utilisation d'un mortier de moindre calibre ou de plus fort calibre. Donc, ce que vous avez appris lors de votre formation pour ce qui est de ces petits calibres peut s'appliquer à des plus gros calibres, comme le 120. Je peux dire cela? Réponse absolument. Absolument. I also read in your technical CV. Je vois ici dans votre CV que vous avez été déployé dans le cadre d'un cours à l'intention des instructeurs en combat entre octobre et décembre 2001. Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consistait ce cours? Réponse. S'agissant de ce cours, c'est ce qu'on appelle un cours avancé à l'intention des membres de l'infanterie. Nous utilisons les régimes de mortier en tant qu'armes indirectes dans le cadre de ce cours. Nous avons été formés et nous avons même suivi une formation approfondie sur l'utilisation d'un appui, d'un proche appui. Et nous utilisons donc des systèmes de mortier dans le cadre de ce cours de façon régulière, toutes les semaines, pour autoriser une mise à feu sur des positions que nous attaquions. Nous utilisons donc le système de mortier pour appuyer nos propres troupes dans le cadre de leur formation lorsqu'ils devaient monter une offensive. Outre ma formation initiale à l'emploi et l'utilisation des mortiers, il s'agissait là d'une utilisation pratique des systèmes de mortier. Now, if we continue onwards with... Question.
Nous allons donc poursuivre votre CV technique. Je vois ici que vous avez été ATO au sein de l'armée britannique, c'est-à-dire un officier technique chargé des munitions. Réponse, c'est exact. Question, c'était entre juillet 2005 et octobre 2011. Pouvez-vous nous dire brièvement ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'implique cette fonction d'ATO, officier technique chargé des munitions? Réponse, un ATO, donc un officier chargé des munitions, c'est une désignation au sein de l'armée britannique qui désigne l'utilisation de toutes sortes de munitions utilisées en campagne, ainsi que des armes. Vous apprenez à devenir un expert en matière de munitions et de systèmes de munitions utilisés par l'armée britannique, de toutes les armées britanniques, y compris la conception des munitions, le stockage, l'entreposage des munitions, comment les munitions peuvent être employées effectivement par les groupes d'utilisateurs et d'usagers. Nous sommes également experts en matière d'évacuation de ces munitions ou de neutralisation des munitions en cas d'accident, par exemple, ou en cas d'incident où des munitions ont été utilisées à mauvais escient. Question. Je rebondis sur ce dernier point. Vous dites ici que vous avez été enquêteur principal et chef d'une équipe, chargé d'une équipe d'enquête, n'est-ce pas? Réponse est exacte. Question. Donnez-nous une idée de ce que cela implique. Lorsque vous devez faire une enquête à la suite d'un incident, est-ce que vous enquêtez sur des incidents liés à des mortiers, par exemple? Réponse, c'est exact. Cela fait partie des enquêtes que nous menons de façon régulière. Question. Et dans le cadre d'une enquête, s'il y a un incident impliquant l'utilisation d'un mortier, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos fonctions? Réponse. Mon rôle consisterait alors à déterminer si l'incident était la conséquence d'un accident, si les munitions ont été mal utilisées, et j'aurais à déterminer si les munitions ont fonctionné comme prévu et comme sa conception le prévoyait. Je détermine également les actions et les emplacements de toutes les parties pertinentes. Et je me pencherai également sur l'utilisation de toute la procédure relative à l'usage du régime de mortier pour déterminer tous les faits relatifs et pertinents au regard de cette enquête. Question. Est-ce que cela comprendrait ce qu'on appellerait une analyse criminalistique de l'emplacement du lieu où il y a eu un impact d'un obus de mortier? Réponse. Oui, effectivement, c'est le genre de choses que nous faisons régulièrement. Il est important de déterminer que l'incident est la conséquence de l'utilisation de l'impact de la munition en question. Question. S'agissant de votre expertise dans ce domaine en particulier, je vous laisse le temps de prendre un verre d'eau. J'ai qualifié cela d'analyse criminalistique. Je ne sais pas si c'est la terminologie utilisée par vous. Vous me corrigerez si je me trompe. De quoi s'agit-il au juste? Est-ce que vous examinez l'environnement? Est-ce que vous essayez d'examiner les fragments, les éclats? Qu'est-ce que vous faites? Ou les gerbes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Prenez quelques secondes avant de répondre, s'il vous plaît. I would definitely call it. Réponse. Oui, effectivement, il s'agit d'une enquête criminalistique. Dans un tel cas, je chercherai à déterminer les dégâts causés, les gerbes d'éclats, ainsi que les fragments, s'il existe toujours. Je me pencherai également sur, comme je l'ai dit, la forme et les angles impliqués pour déterminer donc le faisceau des éclats. Et j'établirai une référence avec des faisceaux connus, des gerbes d'éclats connus, et qui sont associés à d'autres types de munitions. C'est-à-dire que j'essaierai de déterminer si cela concorde avec l'utilisation d'un type de munition précis. Question. Pour être très clair, votre expertise s'agissant de l'utilisation de mortiers ou d'autres types d'armes, cela vous permet d'effectuer une analyse criminalistique qui en découlerait, n'est-ce pas? La réponse est exacte. Question.
Je sais que ce n'est peut-être pas aisé, mais est-ce que vous savez combien d'enquêtes vous avez diligentées en ce qui concerne l'utilisation de mortiers indirects dans le cadre de votre parcours militaire en votre qualité d'ATO? Réponse, il m'est difficile de vous donner une réponse précise. J'ai enquêté sur de nombreux actes et d'incidents au Royaume-Uni impliquant des régimes de mortiers britanniques. J'ai participé à des opérations en Irak ainsi qu'en Afghanistan où des systèmes de mortiers avaient été utilisés et j'ai donc enquêté après déflagration ou détonation dans des circonstances très différentes, soit afin de déterminer que l'explosion et la fragmentation, que les gerbes d'éclat correspondent à des tirs effectués par les troupes de la coalition, ou si c'était le résultat d'attaques par l'ennemi. J'ai dû, par exemple, établir la distinction entre les deux. J'ai enquêté sur une centaine d'explosions. Et bon nombre de ces explosions impliquaient l'utilisation de systèmes de tir indirect comme les systèmes de mortier. Et à la suite de ces enquêtes, est-ce que vous avez dû rédiger un rapport? Et le cas échéant, est-ce que ces rapports ont été utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire? Réponse. Personnellement, je n'ai jamais témoigné devant un tribunal. En revanche, mes rapports ont été utilisés dans le cadre d'enquêtes militaires, devant des cours martiales, par exemple, et mes rapports ont également été utilisés dans le cadre d'enquêtes judiciaires ultérieures. Question, merci. Je parcours toujours votre CV technique. Il est dit qu'entre juin et 2008 et mai 2009, vous avez été déployé à nouveau à titre de ATO, et vous l'avez évoqué au passage en Irak ainsi qu'en Afghanistan. Et je crois comprendre que vous avez effectué des enquêtes là-bas concernant l'utilisation de systèmes indirects. N'est-ce pas? Réponse est exacte. Question. Avant d'aller plus avant dans votre CV, j'aimerais que vous reportiez à l'onglet numéro 25. C'est l'onglet suivant qui correspond à la référence ERN suivante au fin du dossier, CIVOTP 0098-1531. Le document qui nous intéresse, Monsieur Fitzgerald Finch, est un certificat remis à ceux qui ont participé à un cours d'ATO au sein de l'armée britannique. Vous avez suivi ce cours entre le 19 juin 2006 et le 16 mai 2017. Est-ce exact? Réponse est exacte. Question. Et ce cours, si j'ai bien compris, concerne l'utilisation des différentes armes que vous avez évoquées jusqu'à présent, y compris les systèmes de tir indirect. Est-ce exact? Réponse est exacte. Permettez-moi juste de développer ma réponse. Question, allez-y. Réponse. Il s'agit d'un certificat, une attestation de la défense ou de l'armée britannique qui indique que je suis expert. C'est un diplôme qui est remis à la fin de toutes les formations techniques que doivent subir les officiers techniques chargés des munitions. Question. 2 ou 3 questions supplémentaires. Après avoir servi au sein de l'armée britannique en janvier 2012 et août 2012, vous avez été représentant des Nations Unies chargé de la gestion des armes et des munitions en Libye, et vous avez enquêté sur des événements, y compris l'utilisation de systèmes de mortier. N'est-ce pas? Réponse est exacte. Question. Et toujours au sujet de votre expertise et votre connaissance des systèmes de tir indirect, j'aimerais vous poser une dernière question. Je crois comprendre que vous êtes également membre de l'Institut des ingénieurs en matière d'explosifs. Est-ce exact? Réponse est exacte. Oui, l'Institut des ingénieurs spécialistes en explosifs, oui, c'est exact. Je suis membre de cet institut. Question. Pouvez-vous nous dire brièvement
sur quelle base vous devenez membre pour être admis au sein de cet institut en tant que membre. Quelles sont les conditions, en fait? Quelle qualification est-ce que vous êtes censé avoir? Réponse. Pour être membre de plein droit, ce que je suis, vous devez démontrer que vous avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des explosifs. Expérience que j'ai acquise au sein de l'armée britannique. Vous devez également avoir un niveau d'instruction précis, donc vous devez passer des examens d'admission à l'Institut des ingénieurs spécialistes en explosifs. Ces examens faisaient partie de ma formation en tant qu'officier technique chargé des munitions. Donc les documents que vous avez vus précédemment, à l'anglais 135, sont en fait mes qualifications et mes études qui m'ont permis de devenir membre de cet institut. Question. Merci, monsieur le témoin. J'en ai terminé s'agissant des questions que j'avais à vous poser concernant votre expertise. J'aimerais que le CV, qui correspond à la référence 0098 1529 et que le certificat qui correspond à la référence 0098 131 soit versé au dossier. Monsieur le témoin, maintenant que nous avons donc terminé cette première étape préliminaire, j'aimerais parler du fond de votre rapport que vous avez rédigé à l'intention du bureau du procureur que vous nous avez communiqué. L'interprète demande à monsieur Garcia de ralentir un petit peu et de permettre à l'interprète de finir ses phrases. Monsieur Fitzgerald Finch, j'aimerais consulter avec vous un document. Il s'agit de la lettre de mission que nous appelons une lettre d'instruction à l'intention d'un rapport expert, d'un expert. Il s'agit de l'onglet numéro 2 du classeur que vous avez devant vous. Il s'agit de la référence ERN CIVOTP 0049 0051. Monsieur le témoin, je ne vais pas parcourir tous les détails contenus dans cette lettre. Le juge président, vous savez, nous vous en sommes reconnaissants, monsieur Garcia. La lettre est là. Nous la voyons. Donc nous vous en sommes reconnaissants, monsieur Garcia. Suffit de dire, monsieur le témoin, que le 9 juillet 2013, le bureau du procureur vous a demandé d'effectuer une expertise entre les 8 et 12 juillet à Abidjan 2013. Est-ce que c'est exact? Réponse, c'est exact. Le président, arrêtez de lui demander si c'est exact. C'est toujours exact. Monsieur Garcia, monsieur le témoin, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas évoquer avec vous toutes les instructions ou les objectifs qui ont été énoncés par le bureau du procureur que vous voyez dans cette lettre. En revanche, je vais prendre la première annexe. Il s'agit de l'annexe qui se trouve, donc l'annexe du rapport. Et je signale à l'intention de la Chambre qu'il existe différentes annexes de A à D, C, D, E. Il y a également l'annexe du rapport où M. Fitzgerald Finch a résumé le contenu des autres annexes. N'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Question, c'est ce que j'ai essayé d'établir. S'agissant de l'annexe C, prenez l'onglet numéro 4 de votre classeur. Vous avez peut-être déjà cette annexe avec vous, mais quoi qu'il en soit, prenez donc cette annexe C. La greffière d'audience, les interprètes vous demandent de bien vouloir ralentir, monsieur Garcia, le président. Et je demanderai au procureur de poser des questions au témoin. Le témoin est ici pour répondre à des questions et non pas pour dire oui ou non, mais pour dire quelque chose sur le fond de son travail. Poser des questions qui l'invitent à dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait dans le cadre de votre mission, et laisser le soin au témoin, qui est expert, de nous raconter cela. Monsieur Garcia, tout à fait, monsieur le président, j'en prends bonne note. En revanche, je suis conscient du temps limité dont je dispose pour interroger ce témoin. Évidemment, le rapport est entre les mains des juges de la Chambre et je vais demander à ce que tous les rapports soient versés au dossier. Les conclusions y sont contenues. J'entends simplement poser des questions à titre d'éclaircissement et je demanderai au témoin d'apporter des précisions. La première partie de mon interrogatoire principal concernait les qualifications du témoin et c'est pourquoi je voulais que cela soit inscrit au dossier pour vous dire les choses franchement. Et maintenant, je vais poser des questions. Et si je risque de poser des questions trop ouvertes, le juge président interrompant, ralentissez, autrement les interprètes ne pourront pas faire leur travail. Merci. Monsieur Garcia, j'essaie de poser des questions
bien pointues pour obtenir des réponses très claires. Je vais me limiter au temps qui m'est accordé. Monsieur le témoin, donc nous avons entre les mains maintenant l'annexe C, intitulée Identification et description des zones d'impact identifiées dans le cadre de la mission. Je souhaite vous poser quelques questions concernant cette annexe. D'abord, il s'agit d'une carte Google qui porte la référence 00490056. Il s'agit d'une capture d'écran d'une carte Google que vous avez faite vous-même, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Question. Au bas de la page, nous pouvons lire l'inscription suivante, distance approximative. Est-ce qu'il s'agit de distance que vous avez obtenue sur Google? Réponse. Il s'agit de distances qui sont approximatives. Effectivement, elles proviennent de Google Maps. Question. Je crois comprendre que pendant votre mission à Abidjan, vous avez eu l'occasion de vous rendre au camp commando, au SOS Village, ainsi qu'au marché de Siakakode. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. Question. Prenons maintenant la page suivante qui porte la référence 0049-0057. Je crois comprendre que dans cette annexe C, vous abordez 4 thèmes. Il y avait d'abord la zone numéro 1, le marché de Siakakone. Je vois qu'il y a des coordonnées de GPS. Si j'ai bien compris, vous avez été accompagné dans le cadre de votre mission d'un représentant du bureau du procureur ainsi qu'un enquêteur, une dame qui prenait des photos. Je ne mentionnerai pas son nom en audience publique. Ai-je raison de dire que ce sont les enquêteurs et la personne qui vient de vous être indiquée qui vous ont signalé les places d'intérêt, les lieux d'intérêt et ainsi que les coordonnées GPS? Le juge président interrompant. Vous vous rendez compte que c'est le témoignage, il s'agit de la déposition du témoin. Vous apportez la réponse et vous lui demandez si c'est exact. Donc ce n'est pas à vous de témoigner. Monsieur Garcia. Évidemment, je pose des questions suggestives, le président. Un peu trop, si vous demandez mon avis. Monsieur Garcia, je ne pense pas que ces passages du rapport soient contestés. Ce sont les conclusions qui sont contestées. Je vais poser des questions plus ouvertes. Le juge président interrompant. Non, non, non. Ce n'est pas vous l'expert, c'est l'expert qui témoigne. Laissez le témoin parler. Monsieur Garcia, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez obtenu ces coordonnées GPS que vous avez ici? Réponse du témoin. Monsieur le Président, lorsque j'ai pris part à cette mission, j'étais accompagné par des représentants du bureau du procureur. On m'a informé que nous allions nous rendre dans 4 lieux différents. Ces lieux m'ont été indiqués et lorsque nous sommes arrivés dans la zone approximative, j'ai effectué une lecture GPS moi-même où je me suis référé à une lecture GPS faite par un représentant du bureau du procureur. Les lectures sont approximatives, mais c'est à quelques 10 mètres près. Question. Et vous parlez des coordonnées GPS concernant les autres zones que l'on retrouve dans l'annexe C. Réponse, oui, les coordonnées GPS sont là afin de nous donner une indication de la zone approximative. Cela est pertinent s'agissant du type d'arme utilisée, parce que des coordonnées précises sont presque sans objet lorsqu'il s'agit de l'utilisation de systèmes de tir indirect. Question. Très bien. Prenons maintenant la page 0049, 0059. Nous pouvons afficher le panorama numéro 1. Est-ce que nous pourrions avoir la main, s'il vous plaît, pour diffuser ou afficher ce panorama? La greffière d'audience, vous avez la main, appuyez sur le pavé évidence 2. Monsieur Garcia, monsieur le témoin, pendant que je vous poserai des questions, nous allons utiliser un panorama qui est composé de photographies qui ont été prises lors de la mission. Il s'agit de photographies qui figurent dans votre rapport également. Et je vous interrogerai à ce sujet-là.
Vous allez pouvoir le voir à l'écran dans un instant. Yes, Mr. Jacobs. Le président, oui, Maître Jacobs. Sur ce qui me semble être un problème entre la version anglaise et française des transcrits. À la page 94, ligne 16, le témoin dit que et je cite en anglais, "The readings are approximate, but they'll be within a few tens of meters of each other." Donc, ce que je comprends en français comme étant plusieurs dizaines de mètres, alors que le transcrit français indique, page 98, ligne 4, mais c'est à quelques 10 mètres près, ce qui est 10 mètres plutôt que dizaines de mètres. Donc si nous pouvions clarifier ce point avec le témoin. Merci. Le juge président. Eh bien, demandons à l'interprète, au témoin de nous donner sa version de cette interprétation. Qu'est-ce que vous avez voulu dire, le témoin? J'ai voulu dire que les coordonnées GPS sont très proches les unes des autres, mais elles ne sont vraisemblablement pas exactes. Je me suis servi de mon GPS pour certains relevés et je me suis fondé sur les relevés GPS des autres. Lorsqu'il s'agissait de relevés approximatifs, mais s'agissant de la même rue, du même lieu, nous avions des coordonnées différentes, mais qui étaient proches les uns des autres. Le juge président, est-ce que vous avez voulu dire des dizaines de mètres? Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? À quelques dizaines de mètres. Réponse. Imaginons que je suis d'un côté d'un immeuble et que je prends un relevé GPS et qu'un représentant du bureau du procureur se trouve de l'autre côté ou à l'autre bout de l'immeuble lorsqu'il prend un relevé GPS, il se peut que nous soyons à 10, 15, voire 30 mètres l'un de l'autre. Sauf que le relevé de Google Earth indiquera que nous étions sur la même rue, dans la même zone. Le juge président, très bien. Monsieur le procureur, veuillez poursuivre. Monsieur Garcia, monsieur le témoin, donc nous en sommes à la page 0049-0059 de votre rapport et au fin du dossier, nous tenons à préciser que nous présentons un panorama, une vue 360 degrés du lieu qui correspond à cette référence ERN 0073 0862. Regardez l'écran, monsieur le témoin, et regardez donc cet environnement. Slowly circling around. Donc nous faisons un tour d'horizon, un panorama de cette zone. So we've done a full 360 degree. Donc nous avons fait un tour complet de 360 degrés. Vous voyez une porte devant vous à l'écran, une porte rouge en métal. Est-ce que vous avez effectué une analyse criminalistique sur cette porte qui vous a été indiquée comme étant un point d'intérêt? Réponse, oui. Lorsque je suis arrivé sur les lieux, on m'a amené donc dans ce lieu, on m'a montré ce lieu-là et on m'a indiqué qu'il s'agissait d'un des lieux où des mortiers de 120 mm auraient été lancés. Donc on m'a montré cette porte en raison des gerbes d'éclats évidents qui sont, à mon sens, évidents sur cette porte. Question. Nous en sommes à la photographie numéro 1 de ce panorama. Le juge président, est-ce que vous pouvez nous indiquer à quel moment ce panorama a été préparé? Monsieur Garcia, je crois que les photographies ont été prises au même moment
où la mission a eu lieu lorsque M. Finch était présent, le juge président. Donc les photographies ainsi que le panorama qui sont dans le rapport d'experts ont été prises en même temps. Monsieur Garcia, je dois vérifier cela, mais je crois comprendre que c'est le cas. Elles ont été prises en même temps. So I have confirmation of that. Monsieur Garcia, on vient de me confirmer que ces photographies ont été prises en même temps lors de la même mission, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je ne veux pas encore aborder vos conclusions. Je voudrais simplement que vous nous donniez quelques explications, que vous expliquiez cela à l'attention de la Chambre. Regardez en haut de cette page 0059. Il est indiqué dégâts. Il est écrit ceci. Il existe des éléments de preuve donc des éléments de preuve ou des preuves de dégâts à l'infrastructure, causés à l'infrastructure qui correspondent à un angle de fragmentation à haute vélocité. Le juge président, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? Monsieur Garcia, comment est-ce que ces gerbes d'éclats se sont retrouvées là? Le témoin, Monsieur le Président, si il y a mise à feu d'un obus et qu'il s'agit d'une munition renforcée, d'une douille de munition renforcée, la fragmentation découlant de cela est extrêmement rapide. Elle peut dépasser peut-être 2000 mètres la seconde, ou encore plus, ça peut être plus rapide. Donc il y a pénétration de pratiquement tout ce qui se trouve à proximité. Et d'après les gerbes d'éclats que je peux constater, je vois qu'il y a eu pénétration d'une porte en acier. Il y a des impacts et des trous que je peux constater. Donc, et l'énergie nécessaire pour pénétrer une porte d'acier de ce type est très élevée, très très élevée. Les dégâts causés donc le long de cette porte se situe autour de la taille, et c'est là où il y a donc le plus de dégâts. Et plus bas, donc près du seuil qui est en béton, il y a moins de dégâts. Et cet écart de fragments correspond à l'explosion d'un mortier, d'un obus de mortier. Just on that last point, when you say it's Question, vous dites que cela correspond avec un obus de mortier qui exploserait au niveau du sol. Pourquoi y a-t-il donc cette bande qui se trouve au niveau de la taille et pas plus bas? Et pourquoi y a-t-il moins de marques et de trous en bas de la porte? Réponse. L'obus, les obus de brisant, HE, ont été tirés en cloche. Et donc quand son nez touche le sol, le nez où il y a l'amorce, la bombe va exploser. Et la gerbe de fragmentation va être en circonférence. Donc et normalement, les éclats vont se disperser afin d'être le plus létal possible. C'est vraiment conçu ainsi. Et il serait inutile de faire une fragmentation si l'angle était plus haut, parce que la bombe ne servirait à rien, personne n'aurait. C'est malheureux, mais les bombes sont conçues pour tuer. C'est tout. Donc cette bande d'éclats, de fragments, correspond vraiment à un obus, enfin une munition anti-personnel ou anti-char. Donc une munition à douille renforcée. Et quand on voit la hauteur et la forme de la gerbe, on voit bien que c'est quelque chose qui doit exploser quand il touche le sol en éparpillant le plus possible de fragments. Le président, oui. Avez-vous aussi vérifié les dégâts de ce type? Les dégâts que l'on voit sur cette porte rouge? Est-ce que vous avez vérifié s'il y avait la même chose sur les murs en béton qui sont à droite ou à gauche? Parce que quand même, les éclats ne sont pas uniquement dans la porte.
des éclats de fragmentation. Et sur le bois aussi, sur le côté. Avez-vous vérifié il y avait des dégâts qui avaient été infligés à côté de la porte? Réponse oui, mais j'ai regardé aux alentours, bien sûr. Mais mon attention a été attirée par la porte. Moi, je dirais techniquement que cette porte est témoin. C'est mon témoin de la scène. Et on voit quand même que le mur en béton aussi a subi le même type de dégâts à droite sur la photo, on le voit bien, et ainsi qu'à gauche sur la photo. Donc, du fait de la nature de ce marché, qui est le site de cet incident, les choses ont changé. Il y a eu beaucoup de réparations, les structures en bois ont été modifiées, ont été remplacées depuis l'incident, et le dégât ne se voit plus. Souvenez-vous, l'incident a eu lieu 2 ans et demi avant mon enquête, si je ne m'abuse. Donc on avait déjà pas mal réparé ces étals. Mais on voit quand même des dégâts sur le mur en béton, sur cette porte. Et aussi, il y avait quelques autres endroits où on voyait encore des traces de dégâts. Question du président. Mais vous pouvez exclure le fait que ces marques sur la porte viendraient peut-être de tirs de fusil, de tirs d'armes à feu, tout simplement? Vous excluez cette possibilité? Réponse. Mais quand je vois la gerbe de fragmentation, cela correspond à une explosion de munitions à douille renforcées. Et les trous aussi correspondent à cela. On voit la forme et puis ils sont aussi éparpillés de façon très aléatoire. Il y en a des gros, il y en a des petits. Là, je vous parle simplement. Ils ne sont pas symétriques de plus. Alors que quand on a un trou de balle, ou un trou de plusieurs balles, plusieurs trous de balles, eh bien, il y a beaucoup plus de symétrie. La plupart auraient la même taille, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc je ne peux pas exclure à 100% la possibilité qu'il s'agissait d'une munition à douille renforcée, mais d'une autre que celle d'un mortier de 120, où ça aurait aussi pu être un système, un engin explosif improvisé, artisanal. Mais ça aurait pu. Mais dans mon rapport, je suis très claire. Dans les 4 endroits où j'ai effectué mon étude, je ne peux absolument pas conclure à 100% qu'il s'agit d'un obus de mortier de 120, mais quand on prend mon rapport dans son ensemble, il y a quand même une indication qui va dans ce sens. Et donc, c'est vraiment une conclusion que j'établis dans mon rapport. TP. En reconstituant le peuple, on a tout mon rapport. Monsieur Garcia, pouvez-vous s'il vous plaît vous mettre à l'écran, madame le greffier, CIVOTP 0049 0090. La greffière d'audience, vous aurez ce document affiché au pavé 1. Question, Monsieur Fitzgerald, à l'écran, nous avons maintenant donc un gros plan de cette porte et on voit bien la nature asymétrique des trous. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on voit? Your Honours, this is a close-up of the door in question. Donc c'est un gros plan de la porte. Quand vous regardez les différents trous et les différentes marques que l'on trouve sur cette porte, je pense que cela montre bien la nature asymétrique de ces marques, parce qu'il y a variation dans la taille, et puis
la pénétration de ces éclats dans la porte s'est faite de façon parfaitement aléatoire. Donc, en tant que professionnel, je peux dire que cela correspond à la détonation d'une munition à douille renforcée. Question, très bien. Vous dites donc que les dégâts correspondent à... C'est au fait qu'il y ait une munition donc brisante qui aurait fonctionné aux alentours proches. Pourquoi savez-vous que c'est aux alentours proches? Réponse A, parce qu'il y a une bande très étroite de dégâts et qui en plus il y a une certaine hauteur sur la porte. Ça montre bien que la détonation a été très proche de cet endroit. Je ne peux pas vous dire exactement à quelle distance et je pense que ce ne serait pas scientifique de trouver un chiffre. Mais comme je l'ai dit, quand un obus explose, il y a donc un éparpillement en rayons des fragments à un certain angle. Et plus on est proche, plus l'angle est aigu. Et plus on s'éloigne, et bien plus l'angle est obtus. Enfin, plus l'angle est large et ouvert. Et plus le faisceau donc d'éclat est large. Alors, Now, one last question. une dernière question, donc, à propos des dégâts. Vous dites que cela aurait pu être une munition à douille renforcée de 120 mètres. Cela aurait pu être donc un obus de 120, munition à douille renforcée, avec un explosif brisant à l'intérieur. Pourquoi? Réponse, que vous dites que c'est faisable, c'est sans doute possible. Le témoin... Ouais, ça pourrait très bien être un obus de 120, mais cela pourrait aussi être autre chose, après tout. Donc, je ne dis pas que ça ne pourrait pas être autre chose, ou un autre événement, un autre incident. Mais moi, j'ai fait un commentaire sur ce que l'on m'a montré ce jour-là, et puis, donc, j'ai tiré mes conclusions comme on me l'a demandé. Dernière question. Vous dites que cela pourrait être donc un obus de 120 à douille renforcée. Est-ce que vos conclusions s'appliqueraient aussi à des mortiers de 120 de fabrication soviétique ou russe? Réponse. Dire que c'est une munition russe, eh bien... C'est une conclusion que je tire suite à des détails techniques. Quand on voit la taille et la forme des fragments et de la fragmentation, eh bien, c'est en effet, cela correspond à une munition à douille renforcée avec un corps en fonte et non pas avec en acier et non pas en fonte, si on reprend l'interprète. Donc, je suis un peu technique peut-être, mais si c'est de la fonte, le métal est fondu et donc moulé, alors que si c'est forgé, là, il est martelé, alors qu'il est encore solide. Et les fabricants de munitions établissent cette spécification parce que lorsque l'on a une munition moulée, c'est moins cher d'abord, et ensuite, on arrive à une meilleure fragmentation des éclats. Et les munitions russes suivent une certaine doctrine. En effet, dans la doctrine russe, et on fabrique beaucoup de munitions, mais des munitions à bas prix. Et donc, on accepte que la fragmentation ne soit pas toujours la même et c'est une fragmentation avec des petites pièces. Alors que lorsqu'on a une munition qui a été forgée différemment, donc là, les fragments seraient beaucoup plus gros et beaucoup plus longs. Donc, d'après moi, c'est absolument ce que l'on voit lorsque un obus à munition à douille renforcée, mais de métal moulé, donc de fonte, donnerait ce type de dégâts. Donc il s'agit sans doute d'une munition russe. Question, on a regardé cette porte. Avez-vous ouvert la porte pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté?
La réponse. Oui, oui, on a ouvert la porte, on a été voir de l'autre côté. Il y a d'autres photos d'ailleurs dans le rapport qui montrent ce qu'il y a de l'autre côté, qui montrent la porte une fois ouverte. Et les schémas des dégâts occasionnés de l'autre côté de la porte. Question. J'aimerais bien avoir la main, s'il vous plaît, à nouveau. Et nous allons maintenant afficher le panorama numéro 2. La greffière d'audience, et vous le verrez sur le pavé 2. Il s'agit de la pièce 0049-0060. Enfin, c'est la page du rapport qui nous intéresse. Can you tell us what we see there? S'il vous plaît. We are now looking at the same. Donc, c'est toujours la même porte, mais c'est le côté verso de la porte. Donc, on a traversé, on se retourne et on regarde à nouveau l'endroit où nous étions, mais là, on est de l'autre côté de la porte. Question, donc, tout d'abord ce panorama qu'on voit à 360 degrés pour voir quel est l'environnement. Commençons par le mur qui est de l'autre côté de la porte. So now we're going to zoom in. Donc, gros plan sur le mur, s'il vous plaît. Now, did you conduct a forensic? Avez-vous étudié ce mur, fait une étude criminalistique du mur? Réponse. Je vois des trous sur ce mur qui sont juste de l'autre côté du mur, à l'opposé de la porte, si on prend l'interprète. Et quand je regarde à la gauche et à la droite, en revanche, là, il n'y a pas de trou. Ce qui montre que les fragments ont pu pénétrer dans la porte, faire des trous et ensuite pénétrer le mur qui est de l'autre côté de la porte. Et la preuve, c'est que je vois des trous là où ils sont, alors qu'en revanche, à gauche, je ne vois absolument rien. Donc, je ne vois rien qui pourrait être des traces de fragments qui auraient traversé la porte et qui seraient venus se loger dans le mur. On ne les voit que à la droite. Thank you, Mr. Witness. Now, before. Question, merci, monsieur le témoin. Nous allons passer ensuite au sujet numéro 2, mais j'ai un petit éclaircissement à vous demander. Avez-vous vu aussi un deuxième site sur ce marché, ce jour-là, donc le marché de Siakoné? Réponse. Oui, oui. On nous a amenés sur un site où on nous a dit qu'il y avait eu une explosion avec un engin qui avait explosé. On m'a dit que c'était un obus de mortier qui avait explosé. Et là, sur la route, mais dans le marché, hein, mais sur le goudron, j'ai vu des choses, mais je n'ai pas pu attribuer cela à une explosion d'un obus de quoi que ce soit. Ça aurait pu être peut-être un marquage sur le sol, mais enfin là, je n'ai pas pu tirer de conclusion et donc je n'ai pas pu prouver quoi que ce soit. Question, vous dites on nous a emmenés sur un site où on nous a dit, qui est ce nous? Vous et qui? Réponse, désolé. Lorsque je dis nous, c'est moi et le personnel du bureau du procureur qui m'accompagnait. Je faisais partie de cette équipe, de ce groupe d'enquête. Question. Et qui vous a amené là? C'est qui vous a amené? Réponse, puis-je donner un nom? Le président, non, il y a une autre personne, je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris, quand vous dites nous, c'est on nous a emmenés. C'est un tiers qui vous a emmené. C'est pas le bureau du procureur. C'est ainsi que je comprends votre anglais. C'est sans doute mes déficiences.
question. Je suis désolée, j'utilise un anglais trop idiomatique sans doute. Le président, pas du tout, mais on apprend. Question, lorsque je dis nous, c'est moi et le personnel de l'OTP. C'est ça, nous. Question du président, c'est combien alors, en tout? Réponse, je m'en souviens pas très bien, je crois qu'on était à peu près 5. Question, et vous étiez le seul expert? Et vous étiez accompagné de 3 ou 4 personnes travaillant pour le bureau du procureur, c'est ça? Réponse oui. Le président, merci beaucoup. Monsieur Garcia, reprenez. Monsieur Garcia, pour le compte-rendu, je tiens à dire qu'il y a 2 documents qui portent sur cette mission, 00730931. Donc, il s'agit d'une mission criminalistique. Et l'autre, document 00730906. Et donc, ça a été versé ou présenté par le biais du paragraphe 43. 2 documents qui sont fort utiles. Question. Passons maintenant à la page 00490062. Non, 61 d'ailleurs. Désolé. Donc, il s'agit de SOS Village. Première image, donc, à 0061. Qui a pris cette capture d'écran sur Google Earth? Réponse. Eh bien, c'est moi. To please have the floor. Question, puis-je avoir la main, s'il vous plaît, Madame le greffier? You have the floor. Greffière d'audience, vous avez la main. Question. Donc, il s'agit maintenant du panorama 17, je dis pour le compte-rendu. Et ensuite, nous verrons le panorama 19. Now, Mr. Witness, you can see on your screen. À l'écran, vous voyez donc une vue à 360 degrés du panorama 17. Merci. Donc, monsieur le témoin, où a été prise cette photo? Que voyons-nous? Réponse. Donc, le gardien de la mosquée nous a autorisé à prendre des photos. Il nous a autorisé à monter sur le toit de la mosquée, d'ailleurs, pour prendre nos photographies et pour prendre ce panorama. Donc, on a pris le panorama depuis le toit de la mosquée. Ainsi, on pouvait beaucoup mieux voir le terrain où l'incident en question aurait eu lieu. Question, on voit une rue. Allons au panorama 19, parce que là, nous aurons un panorama depuis la rue. All right, so we've stopped. Donc, nous nous sommes arrêtés. Le panorama est arrêté. On est au niveau de la rue. On voit 2 portes. 2 portes qui sont plus à droite et une autre porte qui est plutôt devant nous. Donc, vous avez aussi étudié cet endroit, n'est-ce pas? Réponse oui, on nous a emmenés à cet endroit. C'est le personnel du bureau du procureur qui nous y a conduits. Et ici, le panorama est pris du centre de cet endroit. On est à peu près au centre de l'endroit en question.
questions. Passons maintenant à la page dont le RN se termine par 0063 en haut de votre rapport. On voit deux photos, Y74A et 2748 et Y74A 2747. Have them now. Je vois que vous les avez sous les yeux. Il s'agit de photographies qui vous ont été données pour examen criminalistique, n'est-ce pas? Réponse oui, en effet. Si je me souviens bien, on nous a donné ces photos ce jour-là. C'est un témoin qui était là lors de l'incident qui nous les a donnés. Mais peut-être que le bureau du procureur avait déjà ces photographies à sa disposition. Je ne m'en souviens pas. Question, pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher à l'écran CIVOTP 00490135. Il s'agit de la photographie que vous avez prise de cet endroit. Donc, si nous pouvions maintenant avoir un gros plan de cette photo, s'il vous plaît, afin qu'on puisse la détailler. So I'd ask the court officer if we can please put it. Pourrions-nous, s'il vous plaît, zoomer sur cette photographie? Donc, agrandir la photo à l'écran. Merci. Je crois que maintenant on voit bien la photographie. Qu'avez-vous vu lorsque vous avez analysé ce qui est à l'écran de façon criminalistique? Réponse. J'ai d'abord étudié le schéma des dégâts, ce qui est apparent. Donc, ça correspond à ce que j'ai vu à d'autres sites. Pénétration sur la porte en métal, gerbes en circonférence des éclats, qui correspond à nouveau avec la détonation d'une munition à douille renforcée, mais d'une détonation de très près. Lorsque l'on regarde les photographies, on voit bien que la fragmentation à nouveau était très asymétrique, les formes sont asymétriques, l'éparpillement est asymétrique, la taille des trous est différente, ce qui correspond très précisément à une munition à douille renforcée explosant juste à côté de la porte. Le président, oui, mais là, la bande d'éclat est beaucoup plus bas que ce que l'on avait vu sur l'autre porte. Vous aviez dit avant que c'était à la hauteur de la taille, alors qu'ici, on voit que les dégâts sont plutôt à la hauteur des jambes. Question, content d'avoir réponse. Je suis content de cette question. Il y a une petite variation de la hauteur des barques. Et c'est sans doute suite à l'angle avec lequel l'obus a atterri. Je m'y attendais d'ailleurs à voir cela, parce que c'est ce que l'on obtient. Je vais parler avec les mains, s'il vous plaît. Hein. Donc, si l'obus tombe verticalement, dans ce cas-là, on aura une gerbe bien ronde, circulaire, à hauteur toujours identique. Mais en fait,
les obus de mortier ont une trajectoire balistique. Et souvent, lorsqu'ils atterrissent, ces obus n'atterrissent pas verticalement, ils atterrissent à un angle. Donc s'il y a un angle léger, ce qui arrive pratiquement dans tous les cas, eh bien dans ce cas-là, le schéma des fragments va être plus bas d'un côté et peut-être plus haut de l'autre, en revanche. Autre façon de regarder les choses. Si le sol est incliné lui aussi et que l'obus y atterrit verticalement, mais on peut avoir ça aussi si l'obus atterrit verticalement mais sur un sol qui lui n'est pas horizontal mais incliné. Question, très bien. Donc sur la page qui se termine par 0062, page précédente, vous avez dit endroit probable de l'explosion, probable seat of explosion. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Pourquoi est-ce que l'explosion aurait eu lieu à cet endroit-là exactement? Réponse. Lorsque je regarde les gerbes de dégâts, je vois que la fragmentation, enfin les marques, les trous, sont très rapprochés les uns des autres. Et les fragments s'éparpillent en fait et sont de plus en plus éloignés, plus l'explosion a eu lieu loin du mur. Donc, les marques sur le sol, en revanche, sont situées très près des dégâts que l'on voit sur la photo. Donc, il est très probable que l'une de ces dépressions que l'on trouve dans le sol soit l'endroit où l'explosion a eu lieu. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a provoqué ces trous dans le sol et ces marques dans le sol. Et quand j'ai regardé donc l'éparpillement des dégâts sur le mur, je vois que la porte en métal a été pénétrée par des fragments. Et quand je regarde comment ces fragments sont disposés, eh bien, quand je vois en plus qu'ils sont proches des marques, j'en conclus que c'est très certainement là que l'explosion a eu lieu. Question, pourrions-nous avoir à nouveau la main, s'il vous plaît? The prosecution has the floor. La greffière, vous avez la main, monsieur le procureur. Now, Mr. Witness, you have... Monsieur Garcia, monsieur le témoin, si vous regardez l'écran maintenant, nous en sommes au panorama numéro 19 au fin du dossier. Nous allons nous arrêter là-dessus. Vous voyez cette photographie historique. D'après vous, laquelle de ces portes vous a été montrée lors de votre mission? The door in the center of the screen. Réponse, la porte que l'on voit au milieu de la photographie, au centre de cette photographie, celle de gauche, c'est probablement la photographie ou la porte qui est illustrée dans l'autre photographie. Question. Nous allons maintenant voir à l'intérieur, donc la cour intérieure. Nous allons passer au panorama numéro 21A. And we're in the inner courtyard there. Donc nous sommes à l'intérieur de l'autre côté de la porte, n'est-ce pas? La réponse est exacte. Question. Nous allons maintenant prendre le panorama numéro 21B et nous allons nous intéresser au mur qui est en face de la porte que vous venez d'indiquer à l'instant. Now, Mr. Witness, we see the... Monsieur le témoin, nous voyons un mur qui, d'après ce que je peux voir, est en face de la porte. Est-ce que vous avez procédé à une analyse criminalistique de ce mur?
I looked at the wall. Réponse, lorsque je me suis attardé sur ce mur, j'ai constaté qu'il y avait un faisceau d'éclats le long d'une bande verticale. Donc, vous voyez à travers ce mur qu'il y a des zones qui ont subi des dégâts et d'autres qui ont été réparées. Je l'ai évoqué tout à l'heure lorsque j'ai dit que nous sommes allés faire cette mission environ 2 ans et demi après l'incident en question. Mais je vois encore des dégâts sur ce mur. Question, est-ce que vous avez réussi à déterminer à la suite de votre analyse criminalistique quelle était la source de ces dégâts? Qu'est-ce qui avait provoqué ces dégâts? Et avant que vous ne répondiez, j'aimerais que le document CVOTP 0049 016 60 soit affiché à l'écran. On Evidence Channel 1. La greffière d'audience, le document est affiché sur Évidence 1. If we could please also Monsieur Garcia, serait-il possible de faire un zoom avant sur le mur? is that as much as we Est-ce que vous pouvez agrandir l'image davantage? Un petit peu plus, s'il vous plaît? C'est le maximum? no, Mr. Witness. Monsieur le témoin, ma question était la suivante. Est-ce que, après avoir procédé à une analyse criminalistique, vous avez pu déterminer comment ces trous se sont retrouvés là, ces trous qui ont été colmatés sur cette photographie? To answer your question precisely, Réponse, pour répondre à votre question de manière précise, non, je ne suis pas en mesure de déterminer la cause de ces dégâts. Ceci étant dit, les dégâts correspondent à des fragments qui ont pu pénétrer le mur et la porte en acier. Et donc ces fragments ont dû frapper le mur au-delà de la porte. Le juge président, je crois qu'il nous faudra lever l'audience. Permettez-moi de poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez faire un zoom arrière, s'il vous plaît? Un peu plus, s'il vous plaît. Bien, très bien, très bien. Comment est-ce que, c'est la dernière question, après quoi nous allons lever l'audience et reprendre demain, comment est-ce que vous expliquez que les trous qui se trouvent du côté gauche de la mur, du mur, enfin de la porte, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traces sur la partie droite du mur? Je comprends qu'une explosion qui a un rayon de... Enfin, je comprends la notion de gerbe d'éclats, des éclats qui sont éparpillés un peu partout, que ce n'est pas... ces éclats ne sont pas dispersés de manière exacte. J'aimerais juste savoir pourquoi est-ce qu'il y en a d'un côté mais pas de l'autre. Réponse. Monsieur le Président, lorsque je regarde cette photographie, lorsque je les regarde, mais dans le contexte élargi de la mission, ces photographies sont prises de manière isolée. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les marques qui figurent sur ce mur et le faisceau d'éclats dans la rue, donc à l'extérieur de ces murs, vous forcez de constater qu'il y a eu une explosion d'une munition à douille renforcée et que les fragments se sont éparpillés radialement et que certains fragments ont pu être absorbés par le mur et qui se sont retrouvés entre le lieu de l'explosion et ce bâtiment. Tous les fragments ne pénètrent pas forcément le mur. D'autres se retrouvent dans le mur, mais pas tous. Ce que je constate ici, c'est qu'il y a eu un dégât vertical, une bande verticale de dégâts qui est en face d'une porte métallique qui a été pénétrée. Il est donc vraisemblable que les deux faisceaux d'éclats soient liés. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est vraisemblable, c'est probable. Le président, très bien, merci beaucoup. Nous allons lever l'audience
Et nous allons revenir demain matin à 9h30 pour poursuivre l'interrogatoire du bureau du procureur. Après cela, ce seront les deux équipes de défense qui, l'une après l'autre, vous interrogeront. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h30.